Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien voilà, Thibaut de Montbrial, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et également l'auteur d'un excellent bouquin que je recommande à tous, Osons l'autorité, aux éditions de l'Observatoire. Je vous ai sorti en poche depuis ? Oui. Bonjour d'ailleurs. Bonjour. Et bienvenue. On va profiter d'abord de votre double qualité de juriste en tant qu'avocat et aussi de spécialiste des questions de sécurité et de risques, disons, islamistes, djihadistes, pour vous poser une question très, très simple. Pour vous, quelle est la bonne définition du terrorisme ? Alors ça, vous savez, il y a des gens qui en débattent depuis des années sans arriver à se mettre d'accord. Est-ce que c'est une définition purement juridique ? Est-ce que c'est une définition plus politique ? Moi, j'ai une définition qui est la mienne, mais tous les spécialistes ont la leur. Je pense qu'on ne peut pas dissocier dans l'intention terroriste la dimension politique. Donc la définition juridique française, c'est l'article 421-1 du Code pénal qui dit que c'est un crime ou un délit avec toute une liste très large, qui est très large et qui dit qu'ils sont commis pour troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ça, n'importe quel crime trouble l'ordre public, non ? C'est pour ça que c'est une définition qui est en réalité une définition qui permet aujourd'hui au parquet national antiterroriste de faire des autosaisines d'opportunités qui sont fondées sur des critères qui sont des critères assez politiques, mais c'est pas critiquable, hein, c'est juste que c'est la nature des choses. Moi, ma définition, elle est plus large, c'est la poursuite d'un objectif politique par la violence. Mais je vous pose cette question, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a beaucoup de nos compatriotes musulmans qui se sont étonnés, notamment sur les réseaux sociaux, en disant, bon, là, il y a un dingue qui s'est réclamé du christianisme, il est passé à l'acte de manière tellement catastrophique, et là, on dit c'est pas du terrorisme, et quand il y a un dingue qui passe à l'acte en criant Allah Akbar, on parle de terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Que l'immense majorité des actions de dingue qui passent à l'acte en criant Allah Akbar ne sont pas qualifiées de terroristes. Je pense notamment à une action qui a eu lieu il y a quelques mois à Cannes, où 3 policiers municipaux n'ont dû leur survie qu'à des réflexes très rapides, mais il y en a des tas d'autres. En pratique, l'évaluation est la mienne, hein, c'est un ordre de grandeur, c'est pas un chiffre précis, mais il y a 4 actions sur 5 à coups de couteau au cri d'Allah Akbar qui ne sont pas qualifiées de terrorisme. En réalité, c'est intéressant. Quelle est aujourd'hui ma perception de la façon dont le parquet national antiterroriste se saisit ? Il y a soit il se saisit soit en cas d'éléments objectifs de rattachement à une organisation, par organisation ou par adhésion allégeance à une organisation terroriste, auquel cas la question est réglée, soit lorsque les dégâts sont tels par le nombre de morts que c'est difficile de faire autrement. Mais sinon, la politique est tout de même de réduire le nombre de dossiers qualifiés de terroristes. Bien sûr. On va essayer de faire avec vous l'état de la menace terroriste et notamment islamique en France, dans l'Hexagone. Parce que d'abord, on est à l'approche des Jeux Olympiques de 2024, et là, je pense que ça va s'éclairer pour eux comme un sapin de Noël. On est une cible très très visible du monde entier. Et avant peut-être de revenir sur l'Hexagone, peut-être qu'on peut faire un tour sur des terrains de djihad, sur les terrains où il y a des combattants au nom de cette idéologie, c'est-à-dire le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, évidemment le Moyen-Orient, etc. Est-ce que là, on peut dire que la menace, l'hydre renaît ou pas ? On a décapité Daesh, est-ce que ça renaît ? Alors on a décapité Daesh au sens où on a cassé l'organisation territoriale que Daesh avait réussi à structurer. Et notamment les Russes, en fait. Oui, enfin, l'ensemble des pays de la coalition, la coalition occidentale, les Russes qui ont été des alliés objectifs sur ce coup-là, les Turcs, enfin, chacun a joué son rôle, mais ça a eu pour conséquence de faire retourner les grandes organisations terroristes islamistes, et les 2 principales sont Al-Qaïda et l'État islamique, au rang de métastase. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de base territoriale, comme il y a pu en avoir entre 2014 et 2017 avec l'État islamique, mais pour autant la menace n'a pas du tout disparu. Pour vous donner un exemple des dernières semaines, là, nous sommes en juin 2023, nous avons un rapport du coordinateur national du renseignement hollandais qui rend public un certain nombre d'éléments qui circulaient déjà dans les milieux du renseignement occidental depuis quelques mois, et qui est très alarmiste sur le fait que l'État islamique a déjà, donc c'est en cours
mais ça a déjà commencé, réintroduit en Europe des commandos actifs. Ça y est, là maintenant. Là, ça y est. Donc ça, c'est écrit. Donc ça avait été écrit dans des notes de renseignement classifiées. Mais les Hollandais ont rendu ça public le 30 mai de mémoire, en tout cas ces dernières semaines. Donc faisant état là d'une très grave préoccupation des services occidentaux sur des passages à l'acte qui peuvent être imminents ou qui peuvent être décalés autour de très grands événements. Vous avez évoqué les Jeux Olympiques, mais on peut déjà commencer par la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en septembre et en octobre en France. Et ce qui est intéressant, c'est que les routes des commandos qui ont été identifiées, en tout cas les routes qui ont été identifiées, ce sont des routes qui partent d'Afghanistan ou de Syrie, qui passent par la Turquie et l'entrée en Europe, le point d'entrée en Europe, c'est ça qui est intéressant, c'est la Suède ou l'Allemagne qui sont considérés comme les pays les plus islamisés en nombre. On y revient. Et on y revient, et c'est la conséquence de la politique absolument tragique de Madame Merkel au printemps 2015. C'est-à-dire qu'en fait, on a les grandes additions qui sont en train d'être posées et d'arriver. Il y a toute cause entraîne des conséquences. Et ça, c'est un premier point. Mais il y a d'autres points d'inquiétude, notamment l'ONU qui a fait dans un rapport qui a souligné qu'Al-Qaïda était également en train de se préparer à des passages à l'acte. Alors on va marquer une pause et on reviendra dans l'Hexagone. Oui, la menace terroriste en France, c'est dans Berkov dans tous ses états avec vous, Guillaume Bigot, et votre invité Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Cher Thibaut de Montbrial, je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes aussi le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et donc à ce titre spécialiste des questions de terrorisme, de menaces de terrorisme islamique. Alors on avait commencé un peu à faire le tour des zones de djihad. On pourrait retourner en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, où il y a aussi des mouvements, des menaces. Mais revenons peut-être dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, le ministre Darmanin nous a fait état d'un nombre absolument incroyable de tentatives d'attentats islamistes depuis 2017 et même récemment. Vous pouvez nous en dire plus ? Il y a, même si ça n'est plus la une de l'actualité, loin s'en faut, il y a toujours une activité, un fond de cuve de risques islamistes. On a dit juste avant la pause qu'il y allait avoir une résurgence d'un risque structuré avec des commandos qui reviennent de l'étranger en ce moment. C'est ça. Mais pour ce qui concerne la menace dite endogène, c'est-à-dire la menace franco-française, même s'il n'y a pas eu d'attentats spectaculaires ces dernières années. d'abord il y en a eu, et ensuite il y en a eu évités. Il y en a eu, surtout il y en a eu beaucoup d'évités. Donc ceux qui sont évités, c'est pas seulement un peu ce qu'on appelle à mon avis à tort les loups solitaires, c'est aussi des choses plus structurées. Ah non, il y a eu des attentats structurés d'évités, il y en a plusieurs par an. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une grosse attaque qui était prévue dans le 8e arrondissement de Paris autour de ministères régaliens et peut-être de l'Élysée. Et il y a quelques semaines, il y a un groupe qui a été démantelé dans l'est de la France. L'un des principaux interpellés était d'ailleurs mineur, en lien avec les milieux tchétchènes. Et même si c'est difficile d'avoir de l'information en source ouverte, les enquêteurs estiment que leur ambition était de causer une attaque ou une série d'attaques extrêmement spectaculaires, et on parle de plusieurs dizaines ou de centaines de morts en objectif. Donc il y a des Bataclans virtuels qui sont arrêtés tous les ans. Oui, et il faut souligner à ce titre que les services de renseignement font un travail formidable. Extraordinaire. D'ailleurs, c'est un des points sur lesquels les gouvernements français successifs se sont, de façon assez étonnante, bien adaptés. C'est vrai. Depuis même, après 2015, en 2016, quand Bernard Cazeneuve était Premier ministre, Manuel Valls ministre de l'Intérieur, ou l'inverse, pardon, Manuel Valls Premier ministre et Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur, il y a eu des aménagements assez rapides. Emmanuel Macron a fait, à partir de 2017, une réorganisation des services qui a été fructueuse. Et aujourd'hui, il y a des bons résultats. La difficulté, si vous voulez, je peux prendre une image que chacun va comprendre, c'est qu'on est face, sur la durée, à une vague d'une grande ampleur, et qu'on a eu beau lever la hauteur des sacs de sable sur la plage, la vague qui arrive est au-dessus du niveau le plus haut des sacs de sable. Ouais, c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Oui, je vous en prie. Et le dernier point, c'est que nous avons beaucoup de succès qui dépendent des informations
informations qui nous sont données par les services dits partenaires, c'est-à-dire en clair essentiellement les Américains et les Israéliens. Les Marocains, ils nous donnent toujours des informations parce qu'on n'a plus d'ambassadeur du Maroc en France. Les relations avec le Maroc sont des relations complexes, mais parfois encore efficaces. Mais on le voit, parfois encore efficaces. Bon, c'est l'information la plus importante et la plus rassurante en réalité. Finalement, est-ce qu'on peut s'interroger d'abord sur le lien qu'il y a avec une sorte de terreau sociologique, enfin les fameux quartiers, c'est un euphémisme, où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants, où il y a beaucoup d'armes qui circulent, etc. C'est pas la même chose, c'est pas le même phénomène, mais finalement ils sont imbriqués ces phénomènes. Alors c'est pas du tout le même phénomène, vous avez raison, il y a une forme d'imbrication, mais il faut quand même souligner une chose, c'est que pour l'instant, la raison majeure pour laquelle nous n'avons pas eu plus de troubles graves à l'ordre public liés à l'islamisme en France, et notamment d'attentats, mais pas seulement, parce qu'il pourrait y avoir des désordres qui ne soient pas techniquement des attaques terroristes, c'est que l'intérêt des caïds qui tiennent les quartiers, c'est le calme pour que le business puisse continuer. Vous venez de parler des armes de guerre, on sait, et c'est une notoriété publique, qu'il y a énormément d'armes de guerre en France. C'est très intéressant de constater que depuis le 13 novembre 2015, la Kalachnikov n'a été utilisée qu'une seule fois lors d'une attaque terroriste, alors qu'elle est utilisée quasi au quotidien dans une cinquantaine de villes en France pour des règlements de compte. Ça veut dire que les gens qui vendent des armes de guerre et ceux qui les achètent font extrêmement attention à ce que ces armes ne soient pas utilisées, notamment contre les forces de police ou de gendarmerie, précisément pour ne pas déclencher des actes, des enquêtes judiciaires qui casseraient leur trafic d'armes et qui obéreraient leur capacité à faire du trafic de stupes. Donc aujourd'hui, les trafiquants de stupes, paradoxalement, sont des alliés en termes d'ordre public. Je dis bien par rapport aux terroristes. Par contre, Guillaume Bigot, vous avez dit tout à l'heure que c'était des phénomènes qui étaient proches les uns des autres. Il suffirait d'un rien, puisque la grande majorité de ce grand banditisme est liée d'une manière ou d'une autre à un islam au moins identitaire et parfois radical. Il suffirait d'un rien, d'une série d'événements, peut-être d'un attentat dans une mosquée, par exemple, ce qui est quelque chose qui peut arriver, pour que tout à coup, cette fragile barrière, cet intérêt qui fait qu'une délinquance en empêche une autre, vole en éclats, et que là, pour le coup, on est un rassemblement de tous ceux qui se sentent identitairement plus proches de l'islam que de la France, et que là, on bascule dans totalement autre chose. J'ajoute un dernier point, c'est que l'une des grandes inquiétudes actuelles des services de renseignement, c'est la masse et la nature des armes qui reviennent en contrebande de l'Ukraine. Il y a au marché noir, on trouve assez facilement maintenant au marché noir non seulement des Kalachnikov, mais des missiles sol-sol anti-chars et des missiles solaires. Et là pour le coup, on est dans une autre catégorie. Oui, on est dans une catégorie, mais ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Oui, parce que beaucoup de AK-47 alias Kalachnikov venaient de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Et là, c'est le prochain théâtre et déjà les fournisseurs. Quand on réfléchit à ces questions qui sont très distinctes, on l'a dit, on le redit, faut pas tout mélanger, de trafic de stupéfiants, on a cette analyse consistant à dire, il y a toujours finalement une délinquance, une criminalité organisée dans toute société, mais l'État avait plus ou moins la main, contrôlait une criminalité organisée dans les années, jusque dans les, on va dire, 80. Donc il y en avait, mais c'était un milieu limité. Là, on a l'impression que c'est hors de contrôle, et c'est un thème qu'on aborde souvent. Vous nous dites que oui, c'est peut-être hors de contrôle, mais que c'est finalement des gens qui eux-mêmes ont intérêt à assurer un contrôle. Ça veut dire quoi, si on pousse le raisonnement ? Ça veut dire que si on ne peut pas, il ne faut pas aller trop loin dans la répression du trafic de drogue, sinon on va partir dans le djihad généralisé ? Non, c'est plus complexe que ça. Là, vous m'interrogiez par rapport au djihad. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi une fonction régulatrice du trafic, par exemple, contre les émeutes, contre les troubles à l'ordre public, le caillassage systématique des forces de l'ordre, les attaques aux mortiers d'artifice, etc. Or, ces attaques-là, il y en a quand même quasiment une ou deux par soir en France. Donc on imagine ce que ce serait s'il n'y avait pas cette forme de régulation. Vous savez, la nature... Oui, mais ça, c'est un véritable dilemme, on est bien d'accord, c'est un dilemme formidable. Je continue à vous répondre. La nature a horreur du vide. Normalement, sur la définition d'un État, c'est une frontière, une population et une identité commune, une langue, une monnaie, etc. Là, on se rend compte depuis des décennies, et il ne s'agit pas d'attaquer les derniers gouvernements, parce qu'en réalité, ils récoltent l'addition des précédents, de la carence des précédents. Mais on a un État
qui est de moins en moins en capacité de faire régner la loi et l'ordre sur tous les territoires. Et donc, comme je vous disais, la nature a horreur du vide, et ce sont les trafiquants qui tiennent un certain nombre de quartiers, mais il y a un phénomène qui est bien plus inquiétant encore. C'est que depuis quelques mois, et ça vient d'Europe du Nord, ça vient de Belgique et de Hollande, nous avons un vrai entrisme mafieux, c'est-à-dire avec de la corruption, des structures politiques par des cartels d'Amérique du Sud. C'est-à-dire, et il va y avoir une rencontre intéressante entre ces cartels d'Amérique du Sud et les moyennes mafias qui tiennent les quartiers français. Je pense qu'à terme, il va y avoir des guerres de gangs terribles, comme il y en a déjà en Suède, et que... aux Pays-Bas, hein, c'est terrifiant. Aux Pays-Bas, en Belgique. En Belgique, souvenez-vous qu'il y a quelques mois, sur un renseignement fourni par les Pays-Bas, le ministre belge de la Justice, sa femme et ses enfants ont été exfiltrés dans l'heure, instantanément, et ont été mis au secret pendant 2 jours pour éviter une tentative d'assassinat. Vous imaginez si ça arrivait en France, mais ça peut arriver en France. Le but n'est pas de se faire peur, Thibaut de Montbrial, mais vous regardez vraiment ces phénomènes de près avec des informations que n'ont pas nécessairement les citoyens lambda. Pour vous, la question au long terme, 5 ans, 10 ans, de l'ordre public est posée, c'est-à-dire qu'à un moment, le plancher de l'ordre public peut céder sous nos pieds ? Le plancher de l'ordre public, il peut céder à tout moment si un enchaînement de faits déclenche une réaction en chaîne qui échappe à tout contrôle. Ça peut arriver très vite, ça peut être une question de semaines, voire de jours. Il faudrait la conjonction d'éléments négatifs, il faudrait vraiment pas de chance. Mais c'est quelque chose qui est possible. Et est-ce que c'est pour ça qu'on redoute autant ce terrorisme d'extrême droite qui n'est pas très important en volume, mais qui pourrait avoir l'effet d'une allumette qu'on craque ? Alors on a des statistiques, puisque le ministère de l'Intérieur a communiqué que depuis 2017, sur l'ensemble des projets d'attentats qui ont été déjoués, ou des groupes terroristes qui ont été démantelés, même sans projet concret, 80% étaient liés à l'islam radical, 18% à l'extrême droite et 2% à l'extrême gauche. Sur l'extrême gauche, je dis juste une chose, c'est qu'on considère comme n'étant pas terroriste les dizaines d'attaques qu'il y a par mois contre les infrastructures vitales, les antennes de téléphonie, les réseaux électriques, etc. Il y en a beaucoup, on considère que c'est pas terroriste, c'est un choix, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Maintenant, vous soulignez un point, vous posez une question qui est cruciale. Ce qu'attendent les islamistes depuis des années, c'est qu'il y ait une riposte de l'extrême droite, c'est la montée des extrêmes. Pour l'instant, force est de constater que nous avons un pays qui a été extrêmement résilient. Et pour être franc avec vous, si on m'avait demandé en 2015 si nous retrouverions en 2023 sans qu'il y ait eu d'attaque d'extrême droite contre une mosquée, etc., j'aurais dit non. C'est le cas pour l'instant, pourvu que ça dure, mais ce que tentent de faire les islamistes, c'est de provoquer cette réaction, et là pour le coup ça pourrait peut-être déclencher une réaction en chaîne telle que celle dont je viens de parler. Alors restez avec nous, c'est passionnant, on va marquer une pause et on s'interrogera sur le lien entre cet islamisme, on va dire en cravate, et puis l'islamisme en kalachnikov. Le Berkov dans tous ses états, c'est le face-à-face entre vous, Guillaume Bigot, et Thibaut de Montbrial, avocat du barreau de Paris et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et vous qui nous écoutez, venez poser vos questions à l'antenne dès maintenant. On attend vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Berkov dans tous ses états. 12h30, 14h. Guillaume Bigot. Alors nous sommes avec Maître Thierry de Montbrial, Thibaut, autant pour moi, mais mêmes initiales. Je précisais que vous êtes l'avocat tout à l'heure de Florence Bergeaud-Blaclair, et c'est à ce titre que vous étiez d'ailleurs à ce même micro avec André, puisque le livre de Florence Bergeaud-Blaclair consacré à l'opération d'entrisme massif des frères musulmans, non seulement a fait couler beaucoup d'encre, mais elle a été menacée. Vous êtes son avocat, et je voulais vous interroger sur ce lien entre, on va dire, deux islamismes, c'est-à-dire d'un côté les vrais méchants qui sont les djihadistes, les gens qui prennent des kalachnikovs, et de l'autre côté les faux gentils, que ce sont ces espèces de, on pourrait les appeler espèces de témoins de Jéhovah de l'islamisme, des gens qui ont une sorte aussi d'opération de séduction, tous azimuts. Comment ça fonctionne ? Comment est-ce que c'est tuilé ? Est-ce que ça marche ensemble ? Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, Guillaume Bigot, c'est que l'islam politique a l'ambition de conquérir le monde, et c'est pas moi qui l'invente, ça a été dit, écrit par les uns et par les autres depuis des décennies, voire depuis des siècles. Et il y a des différentes manières d'y parvenir. Il peut y avoir d'ailleurs des désaccords entre les partisans de telle ou telle façon de le faire.
Pour faire court et pour simplifier, je simplifie un peu à l'extrême, mais c'est la logique qu'il faut que chacun comprenne. Vous avez un objectif politique et vous avez d'un côté la voie de la violence, créer le chaos, créer la rupture pour favoriser cet objectif, c'est le cas des djihadistes, et de l'autre côté la voie du jeu institutionnel pour faire s'effondrer une société de l'intérieur en feignant d'adhérer à ces institutions, mais en gagnant par le nombre et en reniant des petits avantages. Donc même finalité, deux méthodologies différentes. Voilà. Les frères musulmans, les salafistes, qui ne sont pas les mêmes, mais qui concourent encore au même objectif, sont dans une logique qui n'est pas nécessairement une logique de violence. Les djihadistes sont dans une logique de violence, et il y a évidemment des passerelles. C'est ça qui est intéressant. Les inspirateurs, Al-Qaradawi, etc., sont les inspirateurs de tout le monde. Mais il y en a qui vont se prendre l'inspiration des uns et des autres, des grandes figures de l'islam, pour aller sur le terrain de la violence, et d'autres qui vont se contenter, en leur nom, de mettre en place une politique d'entrisme, notamment d'adhésion dans les partis politiques, tous les lieux de pouvoir, les syndicats, Ça y est, à l'heure qu'il est, vous dites en 2023, les syndicats, l'École nationale d'administration, la magistrature, la police, il y a des islamistes partout. Non, mais non seulement il y a des islamistes partout, d'ailleurs beaucoup avancent masqués, ils s'appuient sur les idiots utiles, les gens qui pensent qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qui interdisent en réalité, ce qui est leur rêve, qu'on puisse critiquer l'islamisme en le faisant passer pour une critique de la religion. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une critique politique. C'est ça. Il faut entendre le mot islam comme un mot politique. Le paradoxe, c'est que pour un islamiste, islam et islamiste, c'est la même chose. Alors là, il y a des débats qui sont des débats sans fin. En tout cas, ce à quoi moi je m'attaque avec vigueur, parce que je pense qu'il y a un péril, et un péril grave pour la nation française, c'est l'islamisme en tant que programme politique. Mais alors effectivement, on a l'impression que ces gens qui avancent masqués, l'islam, religion de paix et d'amour, se font passer pour des évangélistes un peu du Coran, et en fait ils pratiquent tout de même l'intimidation. Je vais faire écouter quelque chose. Exiger la suspension immédiate de ce voyou parce que c'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose. Nous sommes partis de là-bas avec la ferme intention de mobiliser pour une action devant l'établissement et devant l'inspection académique. On a reconnu la voix, enfin vous en tout cas c'est sûr, d'Abdelhakim Sefrioui, ce frère musulman donc a priori non violent, qui appelait un peu sur les réseaux sociaux au lynchage de Samuel Paty. On sait comment ça s'est fini. Donc finalement cet islamisme bien propre sur lui, il peut aboutir à décapiter des profs. C'est très intéressant ce qui est arrivé à Samuel Paty, parce que toute proportion gardée pour l'instant, et j'espère pour toujours, c'est la même chose qui arrive à Florence Bergeaud-Blaclair. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui ne sont pas des adeptes officiels de la violence, mais qui savent très bien que leurs propos sont scrutés par toute une partie de leur communauté, dont une fraction est prête à l'action violente. Et donc ils désignent des cibles. Ils disent pas attention, il faut s'en prendre à elle. Ils disent regardez, c'est pas bien ce qu'elle fait. Ils collent une cible avec le fameux terme d'islamophobie, qui est une escroquerie intellectuelle absolue, puisque le terme d'islamophobie fait fin de faire passer pour discriminatoire un propos qui est en réalité la critique d'un mouvement politique. Et en plus la racine grecque phobie, c'est la peur. Oui, non mais voilà, donc qu'on ait peur de l'islam, on a le droit d'avoir peur. En plus, il y a l'escroquerie sémantique, vous avez raison de le rappeler. Donc mais néanmoins, beaucoup sont terrorisés par ça. Et pour en revenir à l'opération elle-même, ça consiste à dire, regardez à l'époque cet enseignant, regardez aujourd'hui cet anthropologue du CNRS, c'est quelqu'un qui discrimine vos frères, et c'est pas bien, et donc, en creux, on colle une cible. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur une centaine, en réalité des milliers, voire des dizaines de milliers de gens qui vous écoutent, vous en avez une fraction qui vont être tentés par la violence et qui vont peut-être même passer à l'acte. Pour Florence Bergeaud-Blaclair, dont certains osent encore écrire, le journal Le Monde a écrit ce week-end qu'elle s'estimait menacée. Elle s'estimait menacée. Je peux vous dire, pour bien connaître les affaires du ministère de l'Intérieur, que quand on s'estime menacé, on n'a pas de protection policière. C'est quand il y a des éléments objectifs sur la menace. Donc Florence Bergeaud-Blaclair a fait l'objet, pour l'instant, de plusieurs menaces avérées. Un individu a déjà été interpellé, c'est vous dire si on est loin de l'auto-estimation. Et tout ça, c'est le fruit. Mais à quoi il est dû cet euphémisme? Pourquoi s'estimer menacé? Parce qu'il y a des frères musulmans à l'intérieur de la rédaction déjà? Je pense que parmi les gens qui ont contribué à cet article, il y a à minima des journalistes qui n'ont pas bien compris ce qui était en train de se passer. Je n'ose imaginer qu'à maxima, ils l'aient compris
compris et s'en rendent les complices, parce que ça me paraît un peu gros pour un journal comme Le Monde. Mais en tout cas, oui, il y a des gens qui encore aujourd'hui n'ont pas bien compris. Mais vous savez, là où les islamistes sont très forts, c'est qu'ils jouent sur des ressorts intimes de la société française. Ils jouent sur il y a une forme de culpabilité décoloniale. Ils jouent sur un gauchisme qui vient de la prégnance de l'école des sciences sociales, du bourdieusisme depuis les années 70, et qui a infusé les écoles de journalisme, les écoles d'administration et l'école de la magistrature. On ne peut pas analyser ce qui se passe en France aujourd'hui si on ne prend pas la mesure de tout ça. Mais vous m'ôterez pas de l'esprit, je voudrais avoir votre vision, votre appréciation des choses, que lorsqu'on se réclame, par exemple, disons, de l'extrême gauche, du marxisme, du néo-marxisme, de Bourdieu, que sais-je, du structuralisme, enfin, il y en a qui portent encore un peu le pas de def années 70 intellectuel, bon, ok, on ne peut pas cautionner l'islamisme. C'est-à-dire, on ne peut pas cautionner un discours violemment antisémite, violemment homophobe, violemment traditionnaliste, autoritaire, rétrograde, qui soutient des pays riches à milliards. Par exemple, ça n'a aucun sens. Je suis complètement d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, pour paraphraser... Parce que c'est l'extrême droite, en réalité. Oui, s'il y a une extrême droite réelle, c'est bien l'islamisme. Enfin, au sens étymologique, oui. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez tout un tas de gens qui vont, par exemple, la NUPES est constituée d'un certain nombre de députés, par exemple, qui prennent ouvertement des positions pro-islamistes. Donc ce sont les porteurs de valises de l'extrême droite islamique. Oui, sans se rendre compte que si elle arrivait au pouvoir, un certain nombre d'entre eux, compte tenu de leur mode de vie, seraient tout de suite éliminés, ce qui est encore plus schizophrénique. Parce que ce qui est arrivé dans de multiples pays, en Algérie, en Iran... Mais Guillaume Bigot, il faut s'arrêter sur ce que vous venez de dire, parce que c'est essentiel. C'est ça qui est fou. C'est que parfois, certains disent, regardez, en parlant de moi et d'autres, ils sont complètement fous, ils voient de l'islamisme partout, etc. Il faut écouter Boualem Sansal, il faut écouter les grands intellectuels algériens qui sont pendus au signal d'alarme. Il faut écouter les gens qui ont vécu l'effondrement du Liban dans les années 70. Ah, ces gens-là sont terrorisés. Ces gens-là sont terrorisés parce ils nous disent, et on me le dit régulièrement lorsque je fais des conférences. Vous ne savez pas ce qui vous pendait. Mais c'est pire que ça. Vous devriez le savoir parce que vous avez vu ce qui nous est arrivé. Vous ne le savez pas et c'est criminel de ne pas le savoir. C'est pour ça que moi j'ai cet engagement. J'essaye de porter une parole à la fois sur le plan judiciaire, sur le plan intellectuel, sur les questions de sécurité, aussi un peu sur le plan politique, pour que mon pays se réveille et ne sombre pas. Parce que vous savez, il y a une chose dont il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde dont la minorité musulmane a atteint 30% de composition dans sa population qui ne se soit pas effondrée d'une manière ou d'une autre. Non pas parce que les 30% sont tous des islamistes, mais parce que la fraction d'islamistes dans les 30% est suffisante pour que le pays s'effondre. Mais écoutez, on va essayer de rester lucide sur cette menace, de la regarder en face avec vous, de la comprendre avec vous. Restez avec nous. Et venez-vous poser vos questions à Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. On attend vos appels, à tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. La menace terroriste en France, dans le face-à-face entre Guillaume Bigot et Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et messieurs, c'est l'heure d'accueillir nos premiers auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. On reçoit tout de suite Christophe d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Monsieur Bigot, bonjour Maître de Montbrial et bonjour à la très agréable voix féminine qui m'a introduit. Ben oui, bon, la voix c'est la deuxième. Bonjour à vous. Alors, je voulais simplement faire une petite remarque. Ce que vient de décrire Maître de Montbrial, c'est, de mon point de vue, le même mécanisme qui a présidé, conditionné la collaboration de grand-papa depuis le pacifisme issu de 14-18. C'est-à-dire que la grosse majorité de l'élite
se considèrent toujours redevables par rapport aux ex-colonisés, et donc ça fait cet amalgame, ça fait ce pacifisme et qui conditionne, de mon point de vue, cette prochaine actuelle collaboration. Merci Christophe, est-ce que ça veut dire que c'est le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, les mauvais souvenirs de la Seconde Guerre mondiale qui recouvrent la réalité Thibaut de Montbrial? Je pense pas. Je comprends ce que veut dire l'auditeur, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ce qui aboutit à ce mélange de sous-estimation du risque et déjà beaucoup de lâcheté, ça c'est vrai. C'est pour la partie lâcheté, la peur. Hein. C'est vrai que quand on voit des gens qui sont menacés de mort, quand on voit des enseignants décapités, etc., ça donne pas envie de s'engager. Quand on voit Florence Bergeau-Blaclair qui est menacée de mort et protégée alors qu'elle n'a fait qu'écrire un livre sur les frères musulmans comme anthropologue, ça ne donne pas envie. En terroriser un, c'est en faire taire mille, hein, pour paraphraser la phrase célèbre. Mais pour autant, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent encore que notre pays est tellement... Il y a deux choses. Notre pays serait tellement fort qu'il n'y aurait aucun risque d'effondrement, ce qui est méconnaître totalement les mécanismes dont on parlait avant la pause sur les effets de seuil qui déclenchent des catastrophes, ce qui est méconnaître complètement, on en parlera peut-être, mais ça ne peut pas être écarté du sujet, le changement de notre population depuis une vingtaine d'années, qui n'est plus culturellement homogène comme elle a pu l'être pendant longtemps. Et puis il y a autre chose. Il y a un deuxième facteur qui, je pense, participe de cette absence de réaction, en tout cas de l'absence de réaction à hauteur de ce qu'elle devrait être, c'est que nous sommes en paix depuis plus de 70 ans, ça fait 3 générations, et que beaucoup de gens, en toute bonne foi, dans nos élites politiques, dans nos élites économiques, y compris même parfois dans nos élites sécuritaires, même si c'est moins vrai qu'avant, ont du mal à penser que nous sommes vraiment attaqués pour ce que nous sommes sur notre territoire. Parce que, ma foi, parce que ce sont d'autres guerres. Moi, un officier supérieur de la gendarmerie me disait récemment, je le cite, beaucoup de gens n'ont pas compris qu'on est passé à une époque de guerre hybride et que c'est plus 14-18 ou 39-40 justement. Et lui, il me disait, lui, il me dit, nous sommes déjà en guerre. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Et c'est une autre forme, avec de l'informationnel, avec des fake news, avec tout ce que l'intelligence artificielle va permettre de générer comme brouillard de la guerre, etc. Donc avec du cyber. Donc il faut comprendre tout ça, et ça fait un mélange complexe, mais je pense pas que ce soit une logique pure et dure de collaboration à l'ancienne. Ça me paraît un petit peu réducteur. Mais tout de même, est-ce que cette amnésie, ce déni, on a été très longtemps en paix, on parlait tout à l'heure de ce qui est arrivé dans un certain nombre de pays dont nous sommes culturellement proches, par l'histoire et par la géographie, l'Algérie, le Liban, etc. Voilà, il y a cette amnésie, il y a ce déni, on a peine à croire. Mais tout de même, il y a eu l'affaire Mera, c'était atroce, il y a eu Charlie, il y a eu ces rafales de Kalachnikov au Bataclan, il y a eu la décapitation de Samuel Paty. À chaque fois, on se dit, ah mais non, mais alors là, quand même, le jour où ils décapiteront un professeur, enfin, il y a combien de digues qui ont sauté, là ? Mais vous avez tout à fait raison. Moi, je suis sidéré parce que je fais clairement le même constat que vous. Pour être précis, moi, je pensais que quand il y a eu en quelques jours la décapitation de Samuel Paty, c'est-à-dire quand même l'application de la charia par un réfugié tchétchène sur le territoire d'une commune calme de l'Île-de-France un vendredi après-midi, et qui a été suivi quelques jours après par l'égorgement de 3 personnes par un migrant tunisien dans la basilique Sainte-Marie de Nice. Là, je me suis dit quand même, on a tout là. Eh ben non, mais une des raisons pour lesquelles tout de suite ça bloque, c'est que vous remarquerez qu'il y a un systémisme à chaque fois qu'il y a une séquence comme celle dont on parle. Dans les 10 jours, vous avez Mediapart, vous avez Libération, vous avez des médias qui tout de suite montent au créneau en disant attention à pas tomber dans. Et alors on en revient. Mais c'est là où Christophe a peut-être pas tort, notre auditeur d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire que ça ressemble quand même furieusement à Vichy, ça. Ouais, mais oui, mais je pense pas que enfin, je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, toute comparaison n'est pas raison. Non, mais bien sûr, mais c'est un mélange de tétanie, d'absence de lucidité, de lâcheté et d'auto-aveuglement. Mais vous savez, c'est pour les gens qui sont sur ces lignes-là que le réveil risque d'être le plus difficile. Je crois qu'on a un autre auditeur également. Exactement, direction Caen, et on accueille Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Monsieur Bigot, bonjour Monsieur de Montbrial. Bonjour. Moi, je vais essayer d'aller assez vite et résumer. Alors déjà, premièrement, vous avez commencé par l'immigration. Moi, je vais parler de clandestins et d'illégaux. Hein. On va essayer d'utiliser les bons mots. J'aimerais aussi que les médias, les journalistes, n'utilisent pas le nom commando. Monsieur de Montbrial, ça va lui parler. Pour moi, c'est trop honorifique. Ça va être réservé aux armées. Hein. On reste sur le groupe terroriste. Moi, ça me va. Mobilisation sur le territoire. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, si vraiment la situation se dégrade, habilitation des citoyens français versés dans la réserve, par exemple, hein, à être armés d'armes de poing en société? Comme certains États américains, pour moi, c'est pas l'Amérique n'est pas encore un pays fasciste, ou Israël le fait. Enfin, faire en urgence, pour moi, un référendum, pour que les Français décident d'arrêter l'immigration clandestine des illégaux. Ça devient vraiment primordial. Encore faudrait-il un courage politique. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qu'il faut absolument aussi mettre dans la boucle, c'est Monsieur Tariq Ramadan. Non seulement ce monsieur-là, il a des problèmes, il va avoir un procès en France parce qu'il est accusé de viol, mais je vous rappelle quand même qu'il est un frère musulman. On le voyait souvent dans les médias, reçu par quelqu'un que vous connaissez très bien, un bon intervieweur, voilà, et il a écrit une thèse sur le fondateur des frères musulmans, qui était son grand-père. Alors, il faudrait faire attention avec qui on discute et comment on doit prendre les bonnes décisions. Mais là, il y a urgence. Bon, vous posez la question, cher Philippe, de que faire, en fait, finalement. Que faire, Thibault ? Le Tariq Ramadan, effectivement, était typiquement dans cette logique de séduction, de donner l'apparence de la compatibilité avec le mode de vie occidental au profit d'une vision triomphante de l'islamisme. Sincèrement, ses ennuis judiciaires font qu'aujourd'hui, il a quand même moins d'audience qu'avant. Sur l'immigration, moi, je suis totalement d'accord. Je communique beaucoup dessus, notamment sur les réseaux sociaux en ce moment. Avec le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, nous préparons un gros travail sur l'immigration. L'immigration, pour moi, aujourd'hui, c'est la mère de toutes les batailles, avec la réappropriation d'une forme de souveraineté juridique que nous avons, à mon sens, trop laissé à l'Europe, et qui, en plus, nous conduit à nous auto-censurer. Mais l'immigration aujourd'hui, les statistiques INSEE sont claires. Nous avons un tiers de la population qui, à 2 générations, a des origines extra-européennes. Ça veut dire que culturellement, notre pays est en train de changer, et que si nous voulons pouvoir conserver une capacité d'intégration, d'assimilation, c'est-à-dire à faire en sorte que ceux qui rejoignent notre pays se fondent par adhésion aux valeurs fondamentales qui sont les nôtres au sein de notre société, il y a un problème de stock. C'est-à-dire que il faut arrêter le flux pour pouvoir digérer le stock. Il faut arrêter le flux pour pouvoir digérer le stock. Et il faut absolument arrêter l'immigration. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Mais vous savez, je voudrais pour finir dire une chose, c'est que il faut recréer de la transcendance. C'est-à-dire que les islamistes, pour recruter, ils disent, je caricature, mais ils disent aux jeunes, regarde ces mécréants, les mécréants c'est nous, ils ne croient plus en rien. Nous avons Louma. Ils n'ont plus de courage. Et ils n'ont plus de courage. Nous avons Louma, et nous avons une politique. Nous avons des héros, etc. Moi, je pense simplement que pour être aimable, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc il faut assumer ce que nous sommes. Nous sommes un pays aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne. Nous sommes la fille aînée de l'Église, même si nous ne le sommes plus au sens chrétien du terme, nous le sommes au sens culturel. L'immigration, on dit la France est une terre historique d'immigration. D'abord, c'est pas vrai. Mais quand elle a commencé à l'être, à partir de 1850, c'était de l'immigration chrétienne. Alors évidemment, ça frottait un peu au début. On a toujours du mal avec ses voisins. Mais ça finissait par de l'assimilation. Même cette immigration proche, ça n'a pas toujours été un succès. C'est pour ça que je dis que ça a frotté au début. Mais il faut être deux pour. Mais à terme, ça a fini par fonctionner. Aujourd'hui, nous avons une immigration qui vient massivement du Maghreb et surtout de l'Afrique subsaharienne, qui est culturellement complètement différente, et c'est en train de fausser les équilibres. Une société ne peut pas fonctionner sans équilibre. Il faut que nous nous aimions, et nous redeviendrons aimables en recréant de la transcendance et en disant à ces gens qui sont sur notre territoire, regardez, vous êtes les bienvenus au sein de la nation française, mais nous sommes une nation où les hommes et les femmes sont égaux, où on est libre de croire ou de ne pas croire, on est libre d'aimer qui on veut, et un certain nombre de choses que culturellement vous prônez, nous ne les tolérerons pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être ferme, parce que l'autre chose qui est respectée, c'est l'autorité. Mais
il fut un temps où la République était française et la France républicaine était capable d'héroïsme et de grandeur, d'ailleurs. Voilà, c'est un chant révolutionnaire, c'est le chant du départ. Est-ce que l'alternative à la guerre des religions, c'est pas de retrouver du commun patriotique ? Mais vous avez complètement raison, mais du patriotique qui soit compris comme étant au bon sens du terme. Pour moi, il l'est. Mais il faut bien expliquer que c'est dans ce sens-là. Et il faut aussi se réapproprier nos héros, Bayard, du Guesclin, tous ceux qui ont fait l'histoire de France, tous ceux qui ont combattu pour la France. Même des héros au sac à dos, désormais. Même des héros au sac à dos. Et c'est en étant fiers de ce que nous sommes et prêts à nous battre pour le conserver que nous serons respectés et que nous assimilerons tous ceux qui ont envie de rejoindre la nation française. Merci infiniment. C'est la fin de Berkoff dans tous ses états. Rendez-vous demain à 12h30 pour une nouvelle émission. À suivre sur Sud Radio, les bons conseils de Brigitte Lahaye. C'est jusqu'à 16h. Restez à l'écoute. Sud Radio. Bonjour, c'est Elisabeth Lévy. Il paraît que vous êtes 800 000 à nous suivre sur YouTube. Alors merci à tous. Merci de votre fidélité, de votre présence et de vos encouragements. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc. Ça te dit un apéro au soleil après les courses? Vu que pour l'achat d'une boîte de Pringles de 195 grammes, la deuxième est à moins 60%, je crois que ça s'impose. On est d'accord. Alors, on prend goût original ou crème oignon? Une achetée, la deuxième à moins 60%, je te dis. Ah bah oui, je suis bête. Allez, une de chaque et lunettes de soleil pour tout le monde. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 13 au 24 juin, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Amateurs de sensations fortes, préparez-vous pour le 30e Grand Prix Camion du circuit de Nogaro. Les meilleurs pilotes de camions s'affrontent lors de 4 courses spectaculaires où la puissance est à l'honneur. Soyez au cœur de l'action avec des dépassements impressionnants. Le Grand Prix Camion, c'est aussi la Legend Cars Cup, le Festi Truck avec plus de 200 camions décorés, un village professionnel et 3 parades, dont 2 en ville les vendredis et samedis soirs. Alors, rendez-vous les 17 et 18 juin